Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. L'Electromobility Quiz, on achève les inscriptions. La 200e de Silence on roule s'en vient en juin. Le GSA ordonne qu'on enlève les bornes de recharge. Switch Energy annonce sa plateforme Cortex. L'usine de Toyota aux États-Unis fabriquera des batteries pour Honda. BYD veut une autre usine en Europe, mais cette fois-ci en Allemagne. Polestar courtise les propriétaires de Tesla. Rouler vert, on parle des muscle cars électriques. Aux réflexions branchées, Claude nous parle de garder le cap malgré la tumulte. Et en grande entrevue, on parle avec deux invités qui nous parlent de la réglementation en vigueur pour la micromobilité au Québec. Ah, c'est fini. C'est un tsunami économique. Il n'y a plus de vente. Du jour au lendemain, c'est fini. Tout ça et plus encore dans l'épisode 194 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Déjà la fin du mois de mars, début du mois d'avril, my God que ça passe vite. On est quand même très heureux de voir arriver les journées plus longues, plus chaudes et de pouvoir profiter un peu là, de l'extérieur en toute quiétude sans avoir à s'armer d'une panoplie de vêtements pour être dehors. On l'a eu quand même assez froid cet hiver, donc le beau temps est plus que bienvenu. Plusieurs belles choses qui se trament d'ailleurs pour les prochaines semaines. Rapidement, vous savez qu'on est toujours en période d'inscription pour l'Electromobility Quiz, notre jeu questionnaire qui vise à mesurer vos connaissances sur le monde des voitures électriques. Ça se veut ludique, ça se veut sous le signe du plaisir. C'est pas, je suis pas à la recherche là, d'encyclopédie vivante, juste des gens qui aiment les voitures électriques et qui ont le goût de jouer avec nous. Vous pouvez vous inscrire au silenceonroule.com, dis-je, donc quiz.silenceonroule.com. Vous allez là et vous vous inscrivez. On a déjà beaucoup d'inscriptions. On va vous donner dès le prochain épisode, je crois bien, des informations là, sur les diffusions des premiers quiz. Donc, on va pouvoir commencer à enregistrer ça. Puis, ça va être le fun. C'est faire en collaboration avec l'Association des véhicules électriques du Québec qui participe, qui nous aide avec les questions et qui également vont remettre des prix de présence là, pour les gagnants de ces quiz-là. Donc, très, très, très intéressant, cette collaboration-là avec l'AVEC. Donc, merci à eux et merci à vous de vous inscrire en grand nombre. Une autre nouvelle, regardez, on est à l'épisode 194 de Silence on roule. On est à 6 épisodes de la 200e, mesdames et messieurs. Le 200e épisode régulier, devrais-je dire, puisqu'on a quand même beaucoup d'épisodes hors série. Donc, on approche, dans les faits, on approche plus le 300 épisodes que le 200. Mais les épisodes réguliers, c'est 200 épisodes là, qu'on aura dans 6 diffusions. Donc, on est presque rendu. Donc, probablement que dans le prochain épisode, je vais tout de suite pouvoir vous donner les informations sur cette 200e qui sera enregistrée devant le public. Vous pourrez gratuitement réserver vos places et je vous incite tout de suite à le faire rapidement quand on va vous donner les informations parce que c'est le genre de truc qui part très vite. On va enregistrer ça devant le public. Je serai là évidemment avec quelques chroniqueurs de l'émission qui vont se joindre à moi et puis on pourra fêter ensemble, parler de voitures électriques, parler un peu d'anecdotes, de la production du podcast, etc. Donc, un beau moment là, pour se remémorer ces 9 années de production de podcasts ininterrompues. Dois-je le dire qu'à part les vacances des fêtes et les vacances d'été, là, où il y a toujours là, une période de 2 épisodes qui sont pas faits, mais c'est annoncé d'avance, il n'y a eu aucune interruption de Silence on roule en 9 ans. Tous les épisodes ont été diffusés aux 2 semaines avec certains épisodes hors série entre ça. Donc, très fier de cette stabilité-là qui est importante dans le monde du podcast. Hein? Il y a beaucoup de podcasts, là, les gens font ça un peu comme ça leur tente, puis à un moment donné, par manque de régularité, il y a un manque d'auditeurs, ce qui n'est pas notre cas et je vous en remercie infiniment. Un épisode fort chargé aujourd'hui. Stéphane Levert nous parle de muscle car électrique, car oui, ça existe et il va nous en glisser un mot. Claude Gauthier
malgré le climat un peu morose, climat politique, puis tout ça, certaines incertitudes, on maintient le cap de vente et d'immatriculation de véhicules électriques ici comme ailleurs. Donc, il va nous parler un peu de ce fait-là. Et en grande entrevue, on a deux experts, donc Zachary Poudrier et Rachid Farissi, qui vont nous parler de micromobilité. Il y a eu un arrêté ministériel, il y a presque un an en fait, là, qui a été lancé et qui a pour effet de réglementer ou de restreindre l'accès de certains appareils électriques sur les routes du Québec, que ce soit les gyroroues puis tout ça. Donc, l'objectif, c'était surtout, je pense, de réglementer les vélos électriques là, qui étaient plus comme des petites motocyclettes électriques, mais qui passaient en dessous du radar de la réglementation. Mais disons que l'arrêté ministériel est un peu vague et large et fait en sorte là, de restreindre beaucoup d'appareils. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pas contents, évidemment, les gens qui en vendent parce qu'ils se ramassent avec de l'inventaire qui sont allés chercher, qui ne peuvent plus vendre selon la nouvelle réglementation, mais beaucoup d'utilisateurs aussi déçus qui utilisaient ces moyens-là de transport et qui, là, sont un peu dans une zone grise. On parle de tout ça avec nos experts dans quelques instants. Sans plus tarder, je vous propose toutefois... Juste avant d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité, je veux en profiter pour dire bonjour à Malek et Léonard qui m'ont laissé un message sur la boîte vocale de Silence on roule. Je vous avais promis que je vous saluerais dans l'épisode, donc voilà, c'est fait. Allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. L'Administration des services généraux, le GSA, qui gère les bâtiments appartenant au gouvernement fédéral américain, prévoit fermer toutes ces bornes de recharge pour véhicules électriques à l'échelle nationale, les qualifiant de non essentiels à la mission. L'agence qui gère également les contrats de flotte de véhicules du gouvernement cherche aussi à se débarrasser de véhicules électriques récemment achetés. Le GSA exploite actuellement plusieurs centaines de bornes de recharge à travers le pays, avec environ 8000 prises disponibles pour les véhicules électriques appartenant au gouvernement, ainsi que pour les véhicules personnels des employés fédéraux. La directive officielle ordonnant aux employés fédéraux de commencer à fermer les bornes sera annoncée à l'interne cette semaine selon une source informée des plans. Certains bureaux régionaux ont déjà reçu l'ordre de commencer à les désactiver, alors que le GSA s'efforce de s'aligner sur l'administration actuelle Trump. Nous avons reçu la directive selon laquelle toutes les stations de charge appartenant au GSA ne sont déclarées maintenant non essentielles à la mission, indique un email interne. Ça va très bien, il n'y a pas à dire. Switch Energy, un fournisseur de solutions intelligentes de recharge pour véhicules électriques basé à Toronto, a annoncé cette semaine le lancement de sa nouvelle plateforme Cortex. Il y a 2 défis principaux pour la recharge dans les immeubles résidentiels multi-unités, explique Carter Lee, PDG de Switch. L'un concerne l'infrastructure électrique et l'autre, la connectivité réseau de ces bâtiments. Nous travaillons sur ces 2 problématiques depuis une dizaine d'années et Cortex est l'aboutissement de tout ça. Nous avons observé et tenté de résoudre le tout dans un seul système. Lee décrit Cortex comme un système hybride utilisant à la fois les infrastructures locales et des services basés sur le cloud pour gérer la recharge des véhicules électriques.
L'usine de batterie de 14 milliards de dollars de Toyota en Caroline du Nord est prête à entrer en service. L'installation commencera à expédier des batteries le mois prochain et il semble que Toyota ait déjà trouvé son premier client. Selon un nouveau rapport de Nikkei, à partir de l'exercice fiscal de 2025, Toyota fournira des batteries pour environ 400 000 véhicules hybrides Honda vendus aux États-Unis. Actuellement, Honda utilise des batteries qui proviennent plutôt de Chine et du Japon pour ses véhicules vendus aux États-Unis, mais comme la plupart des constructeurs, l'entreprise se prépare au changement à venir sous Trump. BYD veut une troisième usine de fabrication de voitures électriques en Europe et ça sera probablement en Allemagne. BYD étend déjà sa production rapidement en Europe avec 2 usines en fabrication, l'une en Hongrie et l'autre en Turquie. Et selon un nouveau rapport, une troisième usine pourrait bientôt voir le jour. La vice-présidente exécutive de BYD, Stella Li, a récemment déclaré que le constructeur chinois de véhicules électriques envisageait une nouvelle usine. Cette fois-ci, elle pourrait être en Allemagne, le cœur de l'industrie automobile européenne. Bien que Li n'ait pas donné de détails, une source proche du dossier a confié à Reuters que l'Allemagne, dis-je, est probablement la meilleure option pour BYD. L'Allemagne est le siège de grandes marques comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, ce qui pourrait procurer un bouleversement quand même assez majeur dans le marché. BYD continue de gagner du terrain avec des ventes à l'étranger en forte hausse au cours des 2 premiers mois de 2025. En janvier, l'entreprise a vendu un nombre record de 66 336 véhicules électriques à l'étranger et le mois dernier, BYD a dépassé les chiffres avec un peu plus de 67 000 véhicules expédiés vers les marchés étrangers. En 2024, les véhicules électriques ont atteint un sommet de vente grâce aux subventions gouvernementales, mais les incitatifs ne font pas l'unanimité. Marc-Alexandre Tremblay, directeur de l'approvisionnement chez H. Grégoire Saguenay, estime que ces subventions nuisent au marché de l'occasion. Il est extrêmement difficile de se procurer des véhicules électriques usagés et la majorité des acheteurs préfèrent acheter un neuf grâce au prix alléchant dû aux subventions. Selon lui, un véhicule électrique neuf perd près de 50 % de sa valeur en 2 ans avant que sa dépréciation ne se stabilise. Il faut dire qu'en 2023, son entreprise a acquis 20 véhicules électriques d'occasion, mais n'en a vendu que 6. Et ces difficultés concernent particulièrement les régions éloignées, rappelons-le, là où l'autonomie des véhicules semble être un problème, car c'est une perception, nous le rappelons, mais la plupart des consommateurs en région ont l'impression que l'autonomie des véhicules électriques, particulièrement les usagers, ne sont pas assez grandes pour subvenir à leurs besoins. Le constructeur suédois de véhicules électriques Polestar a lancé il y a quelques semaines une offensive commerciale en offrant une remise exclusive de 5 000 $ aux propriétaires de Tesla prêts à changer de marque. Cette initiative, baptisée « La conquête des Tesla », intervient alors que Tesla traverse une période difficile marquée par une baisse significative de ventes. Les acheteurs éligibles, qu'ils soient propriétaires ou locataires d'un modèle Tesla, peuvent bénéficier d'une réduction combinée allant jusqu'à 15 000 $ sur l'acquisition d'une Polestar 2 modèle 2025 ou d'une Polestar 3. Cette remise comprend l'offre de conquête de 5 000 $ ainsi qu'une réduction supplémentaire au comptant de 10 000 $ sous certaines conditions. L'offre est disponible exclusivement entre le 28 février et le 31 mars. Cette stratégie intervient dans un contexte de turbulence pour Tesla, dont l'action a chuté de 15 % le 10 mars dernier et poursuivant ici une baisse totale de plus de 50 % depuis son pic historique de décembre. Avec cette initiative, Polestar espère séduire une clientèle en quête d'alternatives tout en renforçant la présence sur le marché des véhicules électriques premium. À vous de décider si cette technique est loyale ou non. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma chronique,
on fait un petit retour dans le passé jusqu'au présent parce que le sujet de ma chronique va être les muscle cars électriques. Quand je dis muscle cars électriques, c'est un petit peu plus cette tendance des manufacturiers à essayer de faire, disons, évoluer ou réutiliser des marques ou des emblèmes iconiques de la phase de l'histoire de l'automobile, de les muscle cars et des faire évoluer en modèles électriques. Donc, pour ma chronique, je vais me concentrer sur 2 modèles de véhicules qui ont sorti soit dans les dernières années ou actuellement, qui sont mis sur le marché, qui utilisent un petit peu cette approche-là. Donc, on va parler premièrement de la Ford Mustang Mach-E et ensuite de ça, on va aborder la Dodge Charger électrique qui arrive sur le marché au cours des dernières semaines. Dans les 2 cas, autant Ford pour la Mach-E que Dodge ou Stellantis pour la Charger électrique, on a comme idée, évidemment, de faire appel à la forte clientèle, la forte fidélité des clients qui ont, par exemple, soit des Mustangs ou des Dodge Charger depuis multiples années, qui sont des passionnés de la marque et du modèle pour pouvoir convertir ces clients-là et les faire passer à des modèles électriques. Alors, ce qu'on va regarder ici ensemble, c'est à quel point c'est évident de faire passer des passionnés de muscle car qui aiment les grosses cylindrées, le bruit, les vibrations, les transmissions manuelles à un modèle électrique. Dans le premier cas de la Ford Mustang Mach-E, c'est un petit peu particulier parce que Ford n'avait jamais produit une berline hatchback VUS d'un Mustang. Donc, on a quand même choisi de réutiliser l'emblème de la Mustang. Pourquoi Ford a utilisé cette approche-là? Bon, c'est certain que le fait de seulement avoir la Mustang restant comme voiture dans le catalogue de Ford, parce que autre que la Ford Mustang, il ne reste plus aucune voiture dans le catalogue de Ford. On a seulement des VUS et des camionnettes autres que ça. Donc, c'est certain que d'avoir cet emblème-là dans leur catalogue qui est encore un modèle populaire, qui se vend bien, c'est certain que l'attrait de réutiliser cet emblème-là pour l'amener, essayer d'aller chercher notre clientèle qui est encore très présente pour ce modèle-là et de prendre le Mach qui était utilisé pour Mach-1, qui est un modèle de longue date dans la lignée des Ford Mustang, et ils mettent un E pour électrique. C'est facile de faire cet amalgame-là, mais est-ce que après ça, le package total, est-ce que les gens qui s'achètent aujourd'hui une Ford Mustang Mach-E, ce sont des passionnés de longue date de Ford Mustang? C'est là qu'il faut se poser la question, parce que, je l'ai dit plus tôt, 4 portes, un VUS, c'est pas nécessairement l'ADN des modèles des dernières décennies qui attiraient ceux qui possédaient des Mustangs depuis nombre d'années. Au niveau des performances pures, au niveau des accélérations, c'est pas nécessairement là qu'on a un problème parce que Ford a fait une version GT de la Mach-E qui est très performante, des 0 à 100 en 3,7 secondes. C'est extrêmement rapide, mais encore là, c'est de l'accélération pure, mais le type d'accélération au niveau des modèles électriques, on le sait, pour ceux d'entre vous qui possédent déjà des modèles électriques, on le sait, l'accélération est très linéaire, est très différente. La livraison de l'accélération est encore là différente. Donc, est-ce que ça vient chercher la passion de ceux qui possédaient des Mustangs depuis nombre d'années? Encore là, c'est là qu'il faut se poser la question si c'est facile de faire cette conversion-là ou d'attirer notre clientèle qui était fidèle depuis toute l'histoire du modèle. Ensuite, pour le cas de la Dodge Charger électrique, c'est un modèle qui est encore très récent sur le marché, donc c'était un peu plus difficile de faire une évaluation, à savoir si la clientèle est au rendez-vous. Par contre, là, au niveau de Dodge, on s'est un petit peu plus collé à ce que c'était la génération précédente. Donc, la Dodge Charger est encore sous la même forme d'une
d'une coupé 2 portes, à environ les mêmes proportions de véhicules. Donc là, on est un petit peu plus proche de ce que l'ADN ou de ce que l'approche des modèles précédents, des générations précédentes de la Dodge Charger était. Donc là, est-ce que la fidélisation ou l'attrait de notre clientèle fidèle, est-ce qu'elle sera plus au rendez-vous? C'est encore trop tôt pour le dire. Un des éléments que les deux manufacturiers qui nous intéressent dans ce cas-ci essaient de faire pour faire un peu revivre la nostalgie des propriétaires qui s'achèteraient, qui feraient la transition vers un modèle électrique, et le bruit moteur. Donc, le bruit moteur, évidemment, un moteur V8 ou un moteur électrique, le moteur électrique est totalement silencieux ou presque totalement silencieux. Donc, certains manufacturiers, ce qu'ils vont faire pour essayer de faire revivre un petit peu cette passion-là et d'introduire des bruits artificiels de moteur lorsqu'on fait l'accélération. Donc, moi, je ne suis pas un conducteur de muscle car, je ne suis pas un passionné de muscle car, j'en ai jamais possédé. Je ne planifie pas non plus d'en posséder, mais j'ai de la difficulté à entrevoir quelqu'un qui est un passionné s'asseoir dans soit une Ford Mustang Mach-E ou un Dodge Charger électrique, d'activer la fonction de bruit artificiel et de vivre cette même émotion-là. Donc, en conclusion, ce que les manufacturiers, selon moi, essaient de faire actuellement, c'est pas nécessairement une approche qui va faciliter cette transition-là des gens qui sont des mordus finis de ces passionnés-là, de ces modèles électriques-là, vers le même véhicule, essayer de leur faire vivre cette transition-là vers l'électrique. Moi, je pense qu'ils devraient plutôt faire vraiment amener des nouveaux modèles, amener des modèles purement électriques, essayer de faire la transition avec les personnes qui sont peut-être plus jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas nécessairement cette barrière-là de faire la transition des véhicules à essence vers des grosses cylindrées, vers des modèles électriques. Ça va se faire éventuellement, certainement, mais de le faire à travers cette passion de l'automobile-là, des muscle cars vers l'électrique. Moi, je trouve ça très ambitieux. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont réussir et que dans 5-6 ans, tous les modèles ultra performants de véhicules vont être électriques. Et à ce moment-là, je dirais que je me suis trompé. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et c'était Stéphane Levert qui, d'ici ma prochaine chronique, vous souhaite bonne route! Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Un sujet qu'on a traité il y a déjà quelques années, mais qui est revenu par la force des choses dans l'actualité il y a un certain temps. Et il y a également beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé de ce sujet-là et qui voulaient qu'on traite de ça. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités. Premièrement, Rachid Farissi. Bonjour, Rachid. Bonjour, Martin. Merci. Ça me fait plaisir. Et Zachary Poudrier. Bonjour, Zachary. Bonjour, Martin. Merci beaucoup. Vous allez vous présenter parce que, d'après moi, les gens vous connaissent peut-être pas, à moins d'être des amateurs là, de micromobilité qui ont eu affaire avec vous dans le passé. Mais on va commencer par toi, Rachid. Donc, t'es connu dans ce monde-là. Pourquoi? Mon nom, c'est Rachid Farissi. Je suis propriétaire de magasin de micromobilité sur le nom Zoomride. Zoomride? OK. Donc, c'est un magasin qui vend des moyens de transport de micromobilité. Oui, je suis un détaillant de ce genre de produit, de tout ce qui est électrique. Toi, Zachary?
Moi, j'étais surtout j'avais un channel YouTube où je parlais de micromobilité beaucoup. C'était surtout dirigé vers la gyroroue. À chaque année aussi, j'organise les Jeux électriques du Québec, c'est-à-dire, qui est une compétition là, de micromobilité. Puis j'ai une boutique en ligne aussi où je distribue des One Wheel puis des trottinettes électriques. OK. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'âge d'or de la micromobilité. Depuis quelque temps, on en entend beaucoup parler. L'avènement des voitures électriques nous a sensibilisés à rouler à l'électricité. Beaucoup de développement dans les batteries maintenant qui permettent d'avoir des trucs vraiment intéressants en termes de capacité, de puissance, d'autonomie, etc., de capacité de recharge. Pour qu'on se comprenne bien, là, puis je vais la poser à toi, Zachary, cette question-là. Quand on parle de micromobilité, de quoi on parle? Ça inclut quoi? Ben, ce qu'on voit le plus souvent, c'est justement les trottinettes électriques, les gyroroues, puis les One Wheel, les vélos électriques aussi jusqu'à un certain point. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie, parce que même si on utilise de l'électricité, si on a un Hummer électrique, par exemple, j'ai rien contre ça, mais on n'est pas très efficient. Donc, la micromobilité, c'est d'utiliser le moins possible d'énergie pour se mouvoir. Habituellement, c'est pour mouvoir une personne. D'accord. Donc, on parle de petits moyens de transport individuels. Tu as parlé de gyroroue puis de One Wheel, des fois qu'on ne fasse pas la distinction entre les deux. Décris-nous donc les deux trucs, là. Oui, bien, le One Wheel, c'est une marque de commerce. Fait que, dans le fond, c'est pour ça qu'on utilise ce nom-là. Le One Wheel, c'est comme une planche, c'est comme un skateboard, si tu veux, avec une grosse roue dans le centre. Puis la gyroroue, là, c'est l'inverse. Si l'autre, ça serait comme un skateboard, bien ça serait comme du ski. Donc, c'est une roue entre les deux jambes. OK. Dans les pieds sont chaque côté du centre de la roue, là. Exact, okay. Exact. Puis c'est sûr que vous en avez vu passer là en ville, si vous êtes moindrement en ville. Oui, effectivement, on en voit de plus en plus. Puis c'est toujours, comment je pourrais dire, tu vois... Si tu regardes le moindrement haut, tu as l'impression que quelqu'un avance super vite sans marcher. C'est vraiment spécial. C'est impressionnant. Ouais. Évidemment, tu as dit les trottinettes électriques aussi qui sont très populaires. On en voit de plus en plus. D'ailleurs, il y avait une zone grise qui a été comme clarifiée il y a quelque temps sur l'utilisation des trottinettes électriques. Il y a les vélos électriques, les vélos à assistance électrique. Bon, c'est une chose, mais on sait qu'il y a aussi appelons ça des transfuges, là, donc des vélos, mais qui, en réalité, même si on a des vélos puis tu peux pédaler, il y a quand même comme un throttle dessus, donc une poignée qu'on peut soit tourner ou une poignée qu'on peut écraser qui va faire rouler le vélo tout seul sans qu'on ait besoin de pédaler. Donc là, on est un peu comme entre les deux. Dans le fond, on est un peu entre un vélo et un scooter, quoi. Oui, bien, puis c'est ça. Puis je pense que ça, c'est une des catégories qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est tellement large entre... Il y en a que ça va être carrément des motos avec des petites pédales juste pour dire qu'il y a des pédales. Puis on va avoir des vélos à assistance électrique au pédalier, par exemple, qui vont être pratiquement 100% mus par toi-même, puis juste un petit peu aidé par le moteur. Fait que le range est très large. Là, on n'est plus dans le blanc ou noir. Avant, tu avais une moto, tu avais un vélo, il n'y avait aucun mélange entre les deux. Maintenant, tu as plein de variétés qui sont des mutants entre les deux. Je reviens à toi, Rachid. Parce que, et tu l'as dit, tu es un détaillant, donc tu vends de ces appareils-là. Et en juillet dernier, le 30 juillet, si je ne me trompe pas, la date, tu dois connaître plus que moi, elle a dû... 31? 31, en tout cas, fin juillet 2024. Il y a eu un arrêté ministériel qui a modifié, ou en tout cas qui mettait en place une réglementation qui interdit sur les chemins publics certains types de véhicules. Peux-tu me décrire quel véhicule était ciblé par cet arrêté ministériel-là? Spécifiquement, c'est des mini-scooters qu'on appelle des vélos parce que ils s'adaptent, ils ont les mêmes critères que des vélos, sont limités à 32 km, entre 25 et 32 km à l'heure, un moteur en bas de 500 watts et ressemblent plus à des mini-scooters, mais au niveau de la loi fédérale, ce sont des vélos. OK. Ils ne sont pas réglementés par Transport Canada. Donc, juste pour être certain qu'on se comprenne bien, si je m'achète un scooter électrique qui a vraiment l'air d'un scooter, qui a de l'air là, d'une Vespa, mais électrique, est-ce que ça c'est touché par cette réglementation-là? Est-ce que c'est interdit ou non? Oui. Maintenant, tout est touché. C'est les pas vélo et les touchés. Tout ce qui est un banc, un siège qu'on ne peut pas ajuster, qui a une plateforme, qui a deux roues larges, c'est considéré interdit. N'est plus considéré comme un vélo comme avant. Donc, techniquement, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont acquis ce type de véhicule il y a,
je sais pas moi, 1 an, 2 ans, puis qui l'utilisaient, ils n'ont plus le droit du tout de l'utiliser, là. Exactement. OK. Et pourquoi, là, je vous pose la question parce que c'est, tu sais, les gens qui entendent ça, c'est les réactions qu'ils ont, c'est OK. Donc, une petite, je sais pas moi, une petite mobilette, là, ou une Vespa à essence, c'est permis. Mais il y a une plaque, c'est plaqué. Pourquoi on n'a tout simplement pas demandé d'immatriculer puis les permettre? Pourquoi on les a carrément interdits? Non, on dirait qu'on a créé une nouvelle classe avant. Donc, avec la montée de la micromobilité, on a vu récemment des petits scooters souvent utilisés par les jeunes ou les livreurs de la nourriture comme souvent utilisés par des livreurs Uber. Ouais. Donc, on a vu cette tendance. Donc, ces mini-scooters, on a comme créé une nouvelle réglementation. Donc, si le scooter ne dépasse pas 32 km à l'heure, en bas de 500 watts, avec des pédales obligatoires, ça c'est considéré vélo. Il a le droit de circuler sur la piste cyclable jusqu'à le 31 juillet. Ça fait des années qu'il existe. Tu parles, puis là je reviens, puis je vais poser la question à toi, Zachary. Là, on parle du 500 watts, donc si c'est plus que 500 watts, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit en bas de 500 watts, c'est ça? Ça, c'est avant le 31. OK. Mais depuis le 31? Soit elle est 500 watts, soit elle est 200 watts, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc, la puissance n'a plus d'impact dans la décision? Pour cette sorte de véhicule-là, ouais, je suis moins familier, moi, avec cela. Rachid est plus familier avec cela. Mais ouais, pour ce genre de véhicule-là, c'est comme s'il y avait... Ils ont fait un broad sweep, là, puis ils enlèvent vraiment beaucoup de choses. Si je ne me trompe pas, par exemple, ils laissent la porte ouverte à l'immatriculation. Mais la plupart de ces véhicules-là n'ont pas les trucs nécessaires pour être immatriculés de toute façon, parce qu'il faudrait que ça passe par la SAQ. Puis, donc, ils disent que tu peux l'immatriculer, mais tu peux pas vraiment, en fait. En fait, pour qu'il soit immatriculé, il faut qu'il soit certifié, puis dans les faits, ils ne le sont pas, ou homologués. Ils ne le sont pas. C'est un peu contradictoire, parce que pour l'immatriculer, il faut qu'elle soit conforme avant l'arrivée au pays. Donc dès qu'il arrive au pays, nous, on les a importés en tant que vélos électriques. Ouais. Donc, le fait qu'ils les interdisent, ces vélos sont plus utilisables. Ils n'ont pas passé par... Et forcément, pour un détaillant comme toi, Rachid, c'est préjudiciable. Toi, tu as un inventaire de véhicules. Ouais. Qui sont considérés comme illégales maintenant, donc techniquement, si tu les vends... Est-ce que la loi t'empêche de les vendre? Oui, c'est l'interdiction de vente et de l'utilisation. OK. Donc là, si je comprends bien, tu as plein de ces véhicules-là que tu peux techniquement, légalement... Je ne suis pas le seul. Non, mais c'est toi qui es ici. Je te pose la question à toi. Même, Martin, si je peux me permettre, c'est comme moi, je vends des vélos électriques de type Super 73, là, s'il y en a qui connaissent ça. C'est vraiment des vélos. Mais ils ont un look un peu comme un café racer, tu sais. Puis pendant longtemps, justement, on se faisait envoyer des messages sur Internet qui disaient « T'as pas le droit », puis non, c'est vraiment un vélo. Mais tu sais, même pour les gens qui vendent des vélos électriques, là, c'est devenu confus parce que les gens ne savaient pas si le banc, il se lève pas puis il se descend pas. Est-ce qu'on peut pas? Fait que ça a jeté vraiment beaucoup de confusion d'un coup sur tout le domaine. Puis moi, je vais être très transparent avec vous autres, là, de l'extérieur, puis je suis absolument pas un spécialiste de la micromobilité. Je travaille par contre en électrification des transports, puis je suis habitué de voir certaines décisions. Le feeling que j'ai, c'est que on est parti d'une saine intention, mais les décisions ont été poussées par des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Puis pour illustrer ce que je veux dire par là, c'est moi quand je vois, puis je peux me tromper, vous me le dites si je me trompe, mais quand je vois que des critères sont basés sur des puissances en watts. Bien entendu, 1000 watts, c'est plus puissant que 500 watts. Mais 500 watts pour faire avancer un tank, c'est très peu. Pour faire avancer un petit tricycle d'enfant, c'est énorme. La puissance comme telle, ça veut pas dire grand-chose. Donc, de dire je limite à 500 watts, puis je comprends, là, tu sais, que si on prend un vélo, les vélos ont à peu près toutes la même grandeur. Là. Si on prend un vrai vélo qui a de l'air d'un vélo, là, bon, entre 500 et 1000 watts, je comprends. Mais ça reste que c'est des bien drôles de critères qui sont excessivement déconnectés de la réalité. Puis même, je pense que c'est toi que tu me disais tout à l'heure, Zachary, que
pour certains modes de véhicules, dont pas le gyroroue, mais l'autre, le One Wheel. Là. Ouais, ben les deux, en fait. Et tu disais que la vitesse de rotation est hyper importante pour la stabilité de l'engin. Donc, de limiter la puissance est à la limite dangereux, contrairement à permettre des puissances. Et puis des gyroroues, c'est quoi la puissance de ça? Ben, les gyroroues, je veux dire, habituellement, on tourne autour de 2000 watts. Moi, je suis un gars de 200 livres. Là, fait que justement, 2000 watts, ça me tient debout, c'est capable de m'apporter à une vitesse qui est raisonnable. Mais c'est ça, les grosses peuvent aller jusqu'à 4000, 4500 watts. Et ça, c'est encore légal, ça, ici, les gyroroues? Les gyroroues, ça reste légal. Mais en fait, dans l'arrêté ministériel de l'année d'avant, ils ont limité ça à 500 watts, justement. Ils ont dit qu'il faut que ce soit 500 watts maximum. Au début, il avait même dit qu'il fallait que ça freine quand ça dépasse 25, mais si ça fait ça, on tombe littéralement en pleine face. Fait que, tu sais, comme, en tout cas... Puis, tu confirmes ma perception que les gens qui mettent ces règlements-là en place comprennent pas ce que c'est. Et puis, limite, même si tu disais, OK, on va mettre une limite sur le wattage, comme je disais tantôt, tu sais, nous, il y a des gens qui nous ont communiqué pour faire une publicité avec des gyroroues, puis ils étaient comme, on est obligé d'en avoir une de moins de 500 watts pour être conforme, tu sais, avec le ministère des Transports. Puis il a fallu qu'on leur réponde que ça n'existe pas. Fait que là, ils ont mis une règle en disant tu as le droit de l'utiliser, mais ils ont mis des barèmes qui font que, en fait, en réalité, tu n'as pas le droit pantoute. Si j'ajoute la limite de 500 watts s'applique sur toutes les machines, micro-mobilité, vélo, trottinette, gyroroues, ça fait pas de sens parce que la technologie est complètement différente. C'est ce que je disais tantôt. Pour moi, la puissance, ça fait aucun sens. Est-ce que c'est possible de prendre l'un de ces véhicules-là qui, aujourd'hui, là, est visé par l'arrêté ministériel de juillet dernier, qui interdit tous ces scooters ou vélos là, qui sont considérés comme des scooters, là. Est-ce que c'est possible d'en prendre un qui est on va dire, le plus proche de l'objectif possible et d'aller le faire certifier? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait pour être capable de continuer? Parce que ce que je comprends, c'est que s'il était certifié et qu'il respectait les autres critères, il pourrait théoriquement être immatriculé et être utilisé. Malheureusement, il n'y a pas un système ici de certifier quelque chose. C'est-à-dire, on amène une voiture de Toronto, Ontario à Québec, on passe au centre mécanique de la SAC, il fait les inspections et ils nous disent comme quoi c'est certifié. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est au niveau manufacturier. C'est au moment de fabrication, c'est là-bas où c'est à ce moment-là qu'ils travaillent avec Transport Canada et même avec Transport Québec. Donc, il faudrait que le gouvernement ici prenne des ententes avec des manufacturiers pour certifier en amont ces véhicules-là pour que lorsque vous les achetiez, ils soient considérés comme acceptés. Donc, c'est comme si le manufacturier garantit au gouvernement que le véhicule respecte les critères, donc pas plus que 500 watts, etc. Maintenant, si on veut immatriculer, la limite de 500 watts, ça ne joue plus. Tu peux aller au wattage que tu veux, mais il y a une limite si on veut, parce qu'on a sauté à 50 cc. L'équivalent de 50 cc, okay. Il peut aller jusqu'à 70 km à l'heure. Okay. Le poids, ça ne dérange pas, je pense. Mais le poids aussi, il y a une limite jusqu'à le poids qui atteint le 125. Je ne sais pas le poids exact. Mais je sais, on a sauté cette catégorie qu'on utilise comme des vélos. OK. Juste, on favorise... Mais là, on parle vraiment des scooters. Là. Donc, les scooters qu'on utilisait avant sur la piste cyclable. OK. Donc, est-ce que ça existe une Vespa électrique? Là? Je dis Vespa, moi, parce que on a toute une idée de à quoi ça sert. Le Vespa qu'on connaît, il rentre dans la gamme 50 et plus. OK. Une question, évidemment, qui pour moi relève de l'évidence, là, les impacts pour les ventes quand on a un commerce comme le tien. C'est fini. C'est un tsunami économique. Il n'y a plus de ventes. Du jour au lendemain, c'est fini. C'est fini. Ouais, et est-ce que ça percole sur d'autres moyens de micromobilité qui seraient peut-être plus faciles? À la limite, là, je veux dire, des petites trottinettes électriques de 500 watts, ça peut toujours fonctionner. Peut-être pas pour quelqu'un de mon gabarit, mais pour des personnes plus petites. Mais si c'est juste concernant wattage, les trottinettes aussi, il y en a qui dépassent 500 watts. Les vélos aussi. C'est pas le problème de wattage. S'ils ont vraiment un autre problème, il faut qu'ils nous discutent de ce problème qu'on connaît pas. Parce que, tu sais, on ouvre les yeux, puis quand on connaît ça le moindrement, moi, je te dirais que je croise de regard plus
de moyens de transport de micromobilité qui ne respectent pas ces limites-là que celles qui le respectent. Là. Je veux dire, c'est évident. Là. Je veux dire, il y en a très peu, en fait, qui le respectent. Puis comment fait, premièrement, c'est les policiers, j'imagine, qui donnent des contraventions. Comment ils font pour savoir? Moi, je suis policier, là, je sais que ça vient d'être mis en fonction. Je vais passer des gens avec des trottinettes électriques ou avec des scooters. Je fais quoi pour savoir? Dans le cas des scooters, je veux dire, quand on lit ce qu'ils disent, là, c'est présence d'un ensemble de pneus et de roues qui ont l'apparence de celui d'une motocyclette, un appui-pied ou une plateforme pour les pieds. Ils parlent aussi d'une carrosserie en partie ou complètement avec un cadre, une selle non ajustable en hauteur. Il y a certains critères observables, mais la puissance... Non, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est intelligent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exclu tout le monde. Ils ont mis dehors les scooters de la piste cyclable. Donc, vous n'avez plus le droit de circuler sur la piste cyclable. Donc, le fait que tu circules sur la voie publique, tu es obligé d'avoir une plaque et un permis, une assurance. Ouais, fait que là, à partir de ce moment-là, ça doit respecter. Mais dans le cas des trottinettes, par exemple, les trottinettes sont permises, mais trottinette avec un moteur de 2000 watts, techniquement, c'est pas permis. Ouais. Le policier fait quoi pour savoir quand il intercepte quelqu'un? C'est sûr que s'il passe à 75 km/h, il se doute que c'est pas... C'est la vitesse, oui. Mais dernièrement, on a vu souvent sur les groupes, là, les groupes Facebook, tout ça, des gens qui disaient, les polices arrêtent, puis par exemple, en gyro-roue, il y a un gars qui arrêtait systématiquement toutes les gyro-roues, puis il disait, je sais qu'il n'y en a pas une qui est en bas de 500 watts. Fait que chaque personne qui passait, il donnait des contraventions. Wow! Systématiquement. Parce que, comme je dis, en théorie, tu as le droit, mais dans la réalité, tu n'as pas le droit. Fait. Les amendes, ça ressemble à quoi quand tu te fais attraper? Ça peut être, comme ce gars-là, j'ai un exemple en tête, là, le gars avait eu l'amende du 500 watts, puis je pense qu'il avait été pris à au-dessus de 25 km/h, fait qu'il avait eu quelque chose comme 580 $ d'amende. Ah, donc c'est la vitesse qui a attiré l'attention de police. Mais 25 km/h. 25? Ah, OK. Non. Okay. C'est incroyable. Oui, donc quand c'est même. des préjugés. Incroyable quand même. Ouais. C'est quoi les recours des propriétaires? Moi, je suis allé chez toi, Rachid, je m'achète quelque chose que en tout... Ben, soyons clairs, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une zone grise. J'imagine que quand on allait chez toi puis qu'on achetait ça, c'était pas officiellement interdit, mais on était conscient qu'on était comme dans une espèce de flou. Fait que j'imagine que les gens qui achetaient étaient conscients que là, pour l'instant, ils profitaient de ce flou-là. Mais moi, je l'ai acheté en toute connaissance de cause, en toute légalité. Tu me l'as vendu en toute légalité. Pouf, 2 semaines après, c'est interdit. C'est quoi mon recours comme consommateur? Mais nous, les clients qui ont acheté dans une période de 1 mois à 2 mois, ils sont venus vers nous. On n'a pas remboursé, à part eux qui ont acheté la même journée ou une semaine avant. Mais c'était vraiment... ils étaient compréhensibles, donc on a échangé les produits ou il nous a remis le produit acheté à un autre arabe et donc on a essayé de trouver une solution parce que la plupart c'est des gens qui n'ont pas d'argent parce que tu achètes un scooter, la plupart du temps c'est pour travailler, aller à l'école ou pour un retraité qui veut faire des petits déplacements. Donc, 2000 $, c'est beaucoup d'argent pour cette personne, surtout s'il ne l'utilise pas. Non, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je trouve dommageable un peu, tout ça aussi, c'est qu'on frappe peut-être sur la mauvaise clientèle. Écoutez, le temps file, mais il y a quand même des trucs que je veux qu'on parle. Là. Globalement, on comprend l'esprit derrière ça. On comprend qu'il y a sûrement des gens avec des scooters électriques qui ont fait les fous sur des pistes cyclables, des cyclistes qui se plaignent. Et d'ailleurs, il y a des gens, là, je sais pas trop, Vélo Québec, qui applaudissaient cette décision-là. Je peux comprendre là, que de leur point de vue, ils puissent avoir cette position-là. Ça reste que je suis pas certain que d'exclure un pan complet de la population est une solution dans un cas comme ça. On convient, je pense tous, là, que c'est pas une décision très intéressante, surtout dans le contexte où on prône l'électrification. On veut que les gens arrêtent de prendre leur voiture, donc les gens vont aller travailler avec du transport en commun. Puis dans bien des cas, ils ont besoin de cette micromobilité-là pour faire le commute entre l'arrêt d'autobus, par exemple, puis le travail, des trucs comme ça. On incite les gens. En plus, c'est électrique. C'est une drôle de décision. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Si on voulait régler un problème, si on convient qu'il y avait peut-être un certain problème, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je te pose... Pour moi, en fait, il faudrait parler plus à des intervenants du milieu. T'sais, nous autres, on a des experts, on a des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, on a une association
Je pense qu'avant de faire quelque chose d'officiel, je pense qu'il faut parler à des intervenants du milieu. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont tiré trop la couverte, mettons, tu sais, puis qu'ils ont été, ils ont fait, je sais pas, ils ont conduit comme des Mongols ou whatever. Mais au bout du compte, je pense que 80% de la population fait les bonnes choses avec ça, tu sais. Puis moi, si je regarde les gens avec qui je roule, on est tous des gars de 40 ans, 50 ans, tu sais, on n'est pas là pour, tu sais, comme... c'est ça. Pour faire du slalom entre les cyclistes, tu sais. Puis d'ailleurs, la plupart des gens que je connais, on n'aime pas tant ça, être sur la piste cyclable, parce qu'on est conscient qu'il y a plein de monde, il y a des enfants, il y a toutes sortes de trucs, tu sais. Puis personnellement, moi, avec la Giro Rouge, je préfère de loin être dans la rue que d'être dans la... Tu sais, fait en tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'il faut parler à des gens qui sont sur tu sais, qui sont dans le domaine, qui connaissent ça, avant de faire une règle, tu sais. Puis après ça, ben, pour moi, c'est de traiter tout le monde pareil, tu sais, d'avoir la vitesse, une limite de vitesse différente pour les vélos versus qu'est-ce qui est électrifié. Je veux dire, je comprends pas, là. Une limite de vitesse, c'est une limite de vitesse. Sur l'autoroute, c'est 100 pour tout le monde, tu sais. Ouais, on se fout que t'es un camion, une auto, une moto. C'est 100. Effectivement. Puis, et le danger est assumé comme en moto. On est conscient qu'un accident à 100 km/h en moto, c'est plus dangereux qu'un camion, mais le motocycliste assume cette part de danger-là. Évidemment, on est collectivement tous responsables de notre conduite, mais ça reste que... donc, si on peut espérer ce genre de communication-là ou d'échange pour essayer de comprendre un peu mieux, de baser les décisions sur des trucs un peu plus rationnels que des puissances en watts ou même des kilomètres, dans certains cas, ça peut faire du sens sur certaines limites, mais peut-être pas sur d'autres. Est-ce qu'on peut espérer que ça va changer? C'est quoi l'avenir de la micromobilité dans ce contexte-là? Partout dans le monde, là, c'est poussé. Là, il y a des projets avec des trottinettes partout. On voit ça explose partout. On veut avoir des moyens de transport plus petits. Puis ici, on met des bâtons dans les roues sans faire de jeu de mots à ceux qui veulent essayer d'y aller autrement. Est-ce qu'il y a espoir qu'on arrive à un terrain d'entente, Rachid? Ou c'est sûr, ça va finir par accepter un jour. Hein, donc, parce que c'est des nouveaux produits et c'est l'ignorance. Quand on ne connaît pas quelque chose, on veut rien savoir. J'ajoute, comme Zachary a dit, il faut parler. Je me suis fait appeler par des gens d'Ontario, des associations. Ils ont eu le même problème, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont parlé. Ils ont discuté avec toutes les parties impliquées, manufacturiers, vendeurs, des gens comme vous, spécialistes, médias et tout. Et ça, ils ont trouvé quelque chose. Nous aussi, on doit parler. C'est sûr, on n'est pas parfait, mais la décision n'est pas bonne aussi. Donc, Messieurs, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. S'il y a évidemment, pas si, je le sais qu'il y a des gens intéressés par tout ça. Si les gens veulent vous rejoindre, vous poser des questions, s'informer, toi, Rachid, les gens peuvent, évidemment, tu as une entreprise, donc comment on te rejoint? Oui, au magasin, au Zoom Ride. Je suis au 1785 rue Berry. Okay. On a un site web aussi, zoomride.com. On va mettre le lien dans les références du podcast, comme ça les gens pourront te rejoindre. Et toi, de ton côté, Zachary? Ben moi, surtout sur Facebook, là, je suis plus actif sur Facebook, c'est Avec pas de main. Avec pas de main. Avec pas de main, c'est mon channel Facebook là, où je fais des reviews, j'essaie des trucs, puis je fais des chroniques là, sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la Giro Rouge. Bon, on va inviter les auditeurs à aller faire un tour sur soit à ta boutique ou sur ta page. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, puis je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. J'espère, en tout cas, en tant que apôtre du transport électrique, je ne peux qu'espérer qu'on va arriver à un dénouement puis que ces moyens de transport-là vont trouver leur place parce que définitivement, c'est pas juste un jouet ou une bébelle, là, parce que souvent la trottinette, c'est associé un peu au contexte de jouet. Je pense que c'est des moyens de transport incontournables dans les objectifs qu'on vise avec la décarbonation. C'est pas vrai que ça va juste être avec les autos électriques. C'est une partie de la solution, mais la micromobilité a définitivement une place à prendre, puis j'espère de tout cœur qu'on va trouver un dénouement rapidement. Merci beaucoup. Merci. Martin, moi je suis d'accord. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire.
Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Avertissement, les propos que je vais tenir aujourd'hui n'engagent que moi et non l'AVEC. Donc, en cas de poursuite de notre ami Donald, je vais assumer seul et pleinement ma défense. Donc, c'est une blague, bien entendu. Je veux vous parler aujourd'hui, j'ai lu hier, donc, dans le journal La Presse, une publication qui provient de l'Associated Press, donc qui dit, dans ce qu'il a qualifié de jour de déréglementation le plus important de l'histoire américaine, le directeur de l'Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement, donc l'EPA, donc je répète, c'est le directeur de l'EPA qui annonce ça, qui dit annoncer mercredi une série de mesures visant à annuler des réglementations environnementales historiques. Donc, il dit, nous enfonçons un poignard dans le cœur de la religion du changement climatique et inaugurons l'âge d'or de l'Amérique. Donc, imaginez, c'est le directeur de l'EPA qui est tout fier d'avoir annulé à peu près toutes les mesures qui sont là pour justement protéger l'environnement. Donc, au total, le directeur a annoncé l'annulation de 31 règles environnementales, dont une découverte scientifique qui constitue depuis longtemps le fondement de l'action américaine contre les changements climatiques. La décision prise sous l'ère Obama dans le cadre de la loi sur la qualité de l'air constitue le fondement juridique d'une multitude de réglementations climatiques concernant les véhicules à moteur, les centrales électriques et d'autres sources de pollution. Donc, vous voyez, lorsqu'on est rendu que le directeur, qui est supposé de protéger et de diriger une association, un organisme, est celui qui va mettre le feu à la maison, va sortir dehors tout content et dire qu'il a agi dans l'intérêt de sa famille. Donc, imaginez, quelqu'un qui ferait ça, on se dirait, je crois que ça mérite une évaluation psychiatrique et probablement un internement. Donc, vous voyez, c'est où on en est rendu. Donc, on en a un peu de tous les bords, je vous dirais, depuis l'élection de Donald Trump. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est aidé par quelqu'un que sa mère dit que ce n'est pas l'argent. Donc, ce n'est vraiment pas l'argent qui est le moteur de ses actions. C'est beaucoup plus les bienfaits de l'humanité, et que la mère de Elon Musk le trouve vraiment, mais vraiment très bon. C'est un être qui a vraiment... en tout cas, il y a tout pour lui. Hein? Et donc, c'est ça. Donc, là, on a vu que l'action de Tesla a chuté considérablement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Alors, notre bon ami Donald et Elon, ont fait une publicité, on va dire, pour la vente de Tesla. Pas pour les véhicules électriques, parce qu'on vient de le voir, le directeur de l'EPA, lui, va tout faire pour annuler ça, même que Donald Trump a déjà envoyé une directive aussi au bureau d'administration fédérale, que s'il y a des bons de recharge qui sont branchés, de toutes les débrancher au complet, il n'était plus question d'offrir la recharge, et ça devait pas être de la recharge gratuite, là. Les employés devaient payer leur recharge, mais déjà là, c'est encore beaucoup trop, donc on débranche les bornes de recharge. On nomme un directeur de l'EPA qui va tout simplement, c'est ça, mettre le feu à la maison, sortir dehors et nous faire croire que c'est une bonne action qu'il vient de faire.
aidé par quelqu'un qui a toujours dit que c'est ça, c'était pour les bienfaits de l'humanité, qui avait pas créé Tesla en tant que tel, mais qui l'a quand même soutenu dans ses débuts et qui l'a amené, oui, où elle est présentement. Donc, tous ceux qui ont acheté une Tesla en se disant qu'ils protégeaient l'environnement et peut-être répétaient les paroles du patron Elon Musk, doivent aujourd'hui se demander vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est là qu'on en est. Sauf que, même si je suis pas un optimiste de nature, ben, moi, je me dis que rendu où on en est là, en tout cas, nous autres ici au Québec, avec les chiffres, j'ai hâte de voir les chiffres qui vont sortir bientôt pour décembre 2024, le nombre de véhicules électriques qui est sur la route est franchement étonnant. On a eu des très bons chiffres cet automne. Donc, je me dis qu'ici, au moins, nous, au Québec, on a compris et que malgré tout ce que les gens vont pouvoir faire pour essayer de nuire à la transition, bien, malheureusement pour eux, je pense qu'il est vraiment trop tard. Et là, je le vois. Écoutez, on n'a pas eu de subvention durant le mois de février et mars. J'ai quand même eu des clients, oui, qui m'ont appelé et je leur annonce qu'il n'y a plus de subvention. Quelques-uns sont un peu déçus, mais ils se disent, bon, ben, j'ai acheté le véhicule, ça me prend une borne, donc on va arranger ça. J'ai beaucoup d'entreprises qui me contactent et me demandent si oui, la subvention pour les bornes en milieu de travail va être ramenée. On attend incessamment une annonce, sauf que ça avait déjà été dit que ça revenait en avril. Donc moi, je leur dis que normalement, on devrait avoir une annonce bientôt. J'ai eu un fonctionnaire, parce que j'ai fait une formation avec le ministère de l'Environnement et Développement durable, qui nous a dit qu'il allait avoir des transformations dans les bureaux, mais que au point de vue de la subvention, là, ça va revenir intact. Donc, je dis ça aux clients. Donc, j'ai des clients en milieu de travail, j'ai des clients pour des condos. Donc, on le voit, là, les gens, malgré tout ce que ceux qui veulent nuire à la transition énergétique veulent faire, bien, malheureusement, on a les deux pieds dedans. Peut-être bien que j'imagine que 2025 ne sera pas exactement comme 2024, mais j'ose espérer que 2026, 2027, 2028, et quand je vais vous reparler peut-être en 2030, vous donner des chiffres, on va se souvenir de l'année 2025 comme un mauvais souvenir et peut-être encore un peu un cauchemar. Sur ce, à la prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Il y a le Salon du véhicule de loisirs électriques du centre du Québec. C'est du 4 au 6 avril à Victoriaville. Il y aura également le Salon de l'auto de l'Outaouais à Gatineau, donc du 11 au 13 avril. Ensuite, bon nombre de conférences à venir dans les prochaines semaines. Premièrement, le 8 avril à Sherbrooke, une conférence privée pour la REC. Le 22 avril à 19h à la bibliothèque de Châteauguay. Le 7 mai à 19h à la bibliothèque Le Survenant de Sorel-Tracy. Le 10 juin à 19h à la bibliothèque municipale de Mercier. Et finalement, le 29 octobre à 19h à la bibliothèque Léo Le Cavalier de La Prairie. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Zachary Poudrier, Rachid Farissi, Stéphane Levert ainsi que Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur Stéphane Daou, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rentrent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres Teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.